Tu dois travailler sur toi jusqu'à ce que tu deviennes une meilleure personne. Tu dois changer. Tu ne dois pas rester la même personne. Et ça, c'est la première stratégie. Une première stratégie. Donc, comprenez la première stratégie que Jim Rohn il donne ici. Si tu veux que les choses changent, la première personne ou bien la première entité qui doit changer, c'est toi. Travaille sur toi. Prenez des domaines de votre vie que vous pensez que les gens ils vous négligent dedans. Ou bien que vous pensez que vous n'êtes pas bon dedans. Ou bien que les résultats sont médiocres. Comprenez ce que je suis en train de dire? Les domaines où vous pensez que franchement, c'est pas tout. Tout à l'heure, avant de commencer, je vous ai donné quelques pages qu'il faut aller consulter avec certaines vidéos pour améliorer vos capacités dans certains domaines. C'est ça en fait. Ça, c'est moi, je vous ai dit ça. Mais vous pouvez dire, ok, moi, je pense qu'il faut que je prenne par exemple le domaine des intelligences artificielles là. Parce que l'avenir du monde, en tout cas le monde jusqu'en 2035 comme ça là, c'est marketing digital, intelligence artificielle, blockchain, ce sont ces domaines là qui vont être en vogue. Donc je prends la ferme résolution sur les 6 prochains mois de prendre un domaine et de me transformer dedans, de devenir quelqu'un qui est bon dedans. C'est ça, commencer à se changer. Tu te changes sur le plan intellectuel, en termes de compétences, surtout ce que les gens ont besoin. Je ne parle pas juste des compétences qu'il faut aller réciter des citations de sociologie ou bien de géographie, connaître la superficie du Sénégal. Non, c'est pas juste des connaissances comme ça quoi, mais des connaissances dont les gens ont besoin réellement pour avancer dans la vie là. C'est ça que tu dois avoir quoi. Si moi je me mets là, je vous récite, je dis si moi je venais au Sénégal et je dis voilà, je vous parle de mon pays, le Tchad. Je dis que le Tchad est un pays de 184 000 km² qui est limité au nord. Si je vous récite ces genres de choses là, est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce que vous êtes prêt à me payer pour que je vous parle de ça? Donc aujourd'hui, on va attaquer un autre sujet très important. Alors c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder parce qu'il est très intéressant. Et pour commencer d'ailleurs, je vais vous présenter rapidement ce monsieur. Je vous invite vivement à aller le connaître. Il s'appelle Jim Rohn. Jim Rohn, si tu veux vraiment avoir un certain niveau de réussite dans ta vie, il faut que tu connaisses ce monsieur-là. Soit tu le connais très tôt, ça te donne une avance dans la vie, ça te propulse. Soit tu le connais très tard et tu vas regretter. Tu dis que mais j'aurais dû connaître ces messieurs très tard. Parce que même si tu réussis sans le connaître, après avoir réussi et que tu le découvres, tu vas avoir l'impression qu'il a raconté ton histoire pendant que tu réussissais. Parce que ce monsieur, c'est un philosophe de la réussite. C'est comme il connaît à peu près ce qu'il faut faire pour réussir. Même si ça prend du temps, mais c'est comme il fait une radiologie de la réussite. Il étudie à peu près ce que tu dois faire, ce qu'il faut faire et ce que la plupart ont fait pour réussir. C'est comme il connaît tout. C'est un monsieur que j'admire beaucoup et je vous recommande vivement d'aller le lire. Ce que j'aime beaucoup également chez lui, il a des philosophies très simples à comprendre. C'est-à-dire que ces philosophies ne sont pas des philosophies compliquées. On peut même expliquer à quelqu'un dans une langue locale, on peut expliquer à quelqu'un avec des termes très simples, mais c'est logique et c'est compréhensible. On se comprend. Donc c'est lui que nous allons étudier. Alors le livre, il a écrit beaucoup de livres et j'ai lu beaucoup de ses livres, souvent en anglais. Ok, tu peux te mettre ici. J'ai lu également beaucoup de ses livres, même en anglais, ses séminaires, ses conférences. Mais le livre que nous allons étudier ici, on ne va pas étudier le livre. Comme vous le savez, moi, je ne viens pas étudier le livre du chapitre 1, chapitre 2. Mais je vais prendre globalement les concepts, les grandes idées contenues dans le livre et vous les exposer en 3, 4, 5 points. Et donc, ces livres-là, je vous recommande de le lire. C'est les stratégies de prospérité. Et ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, soit tu le connais, tu l'étudies, tu vas réussir. Ou soit tu ne le connais pas, tu ne vas pas réussir. Ou soit tu réussis à ta manière, mais une fois que tu auras réussi et que tu le découvres, tu vas te rendre compte qu'il a raconté ton histoire. La preuve, sur la couverture du livre, il y a Anthony Robbins. D'ailleurs, lui aussi, on pourra étudier un de ses livres ici. Anthony Robbins, un grand coach américain également. Il a écrit sur le titre, sur la couverture du livre déjà, il dit « Je crois fermement que Jim Rohn et sa philosophie peuvent permettre à tout individu de se dépasser. » J'en suis la preuve. C'est Jim Rohn qui dit, c'est Anthony Robbins qui dit ça.
Donc même Anthony Robbins, il a dit qu'il est la preuve que la philosophie de réussite de Jim Rohn a fait de lui une personne de réussite. Les mêmes causes produisent. Donc si vous voulez réussir, il faut utiliser les stratégies. Et les stratégies, c'est un mot latin qui veut dire stratégos. Stratégos, c'est la planification et la conduite d'une guerre. Ça veut dire que les stratégies de prospérité ici, c'est comment planifier et conduire ta réussite. C'est ce que ça veut dire. Donc, si tu veux réussir, Jim Rohn va te donner 7 stratégies. Dans ces livres, bon, il y en a beaucoup, mais moi, je vais vous donner 4-5 comme ça, si le temps nous permet. Il va vous donner quelques stratégies, donc quelques méthodes pour planifier les choses de votre vie et de la conduire vers la réussite. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence? Oui. Qui est chaud? Oui. Vous êtes chaud? Oui. Vous êtes chaud? Oui. Ok, d'accord. Donc, on va commencer. Donc, très rapidement, première stratégie de Jim Rohn. On va répéter ça ensemble. Je veux que cela reste dans votre tête. Oui. Lisez. Pendant que je vais boire de l'eau, lisez à haute voix tout le monde. Pour que les choses changent, vous devez changer. Encore. Pour que les choses changent, vous devez changer. Ok, maintenant il faut faire de façon personnelle maintenant. Pour que les choses changent, je dois changer. Encore. Pour que les choses changent, je dois changer. Encore. Pour que les choses changent, je dois changer. Pour que les choses changent, qui doit changer? Moi. Pour que les choses changent, qui doit changer? Moi. Très bien. Très bien, applaudissez pour vous d'abord. L'eau aussi est trop glacée. Voilà, je pense que ça commence très très bien. Un jour dans une conférence, ils ont demandé à Jim Rohn. Ils disent comment Jim Rohn, toi tu as voyagé. Tu as beaucoup voyagé, tu as fait le tour du monde, tu connais les choses. D'ailleurs, tu lis beaucoup de livres, tu as toi-même écrit beaucoup de livres, tu as conseillé beaucoup de chefs d'État, tu as conseillé beaucoup de grands cadres dans le monde. En tout cas, tu es en contact avec les grandes personnalités de la planète. Donc, tu nous dis à peu près, c'est un monsieur qui se lève lors d'une conférence et puis il lui pose la question. Il faut nous dire à peu près comment va être le monde dans 10 ans. Parce que, voilà, tu connais les grands décideurs, tout ça. Dis-nous à peu près comment va être le monde dans 10 ans. Il dit que, mais ce n'est pas la première fois qu'on me pose ce genre de questions. On m'a posé plusieurs fois ce genre de questions déjà. Et je sais exactement comment le monde va être dans 10 ans. Et d'ailleurs, j'avais répondu à plusieurs personnes. Bon, et beaucoup de gens même connaissent la réponse, mais comme tu m'as posé la question, je vais au moins t'expliquer et je vais te dire ce que le monde va être dans 10 ans. Notez bien ce que le monde va être dans 10 ans. Il faut bien noter ce que je vais vous dire. Dans 10 ans, le soleil va se lever à l'est et va se coucher à l'ouest. Dans 10 ans, oui, voici les choses qui vont se passer dans 10 ans. Dans 10 ans, il y aura des méchants et puis il y aura des gentils. Dans 10 ans, les gens vont se marier, les gens vont se divorcer. Dans 10 ans, il y aura les riches, il y aura les pauvres. Dans 10 ans, il y aura des gens qui vont perdre leur emploi, il y aura des gens qui vont trouver du travail. Dans 10 ans, il y aura des diplômés, il y aura des chômeurs. Dans 10 ans, les mêmes choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là, c'est la même chose là que nous allons voir dans 10 ans. Mais voici ce qui va changer. Qu'est-ce qui va changer? C'est toi qui vas changer. Dans 10 ans, il n'y a que toi qui changes. Soit tu travailles beaucoup, tu comprends le monde, et puis tu te transformes, donc tu vas avoir beaucoup d'argent, et tu vas être beau, donc tu vas changer positivement. Ou bien si tu fais rien, tu prends de l'âge, et puis tu seras responsable de ton visage. Oui, quand tu auras 50 ans, tu seras responsable de ton visage. Si tu es vilain, c'est toi. Si tu es beau, c'est toi. Quand tu vas te voir dans le miroir là, tu es responsable entièrement de ton visage. Tu n'as rien fait pendant que tu étais jeune. Maintenant, tu n'as même pas d'argent.
Même pour acheter crème pour faire là, tu n'as pas. Tu fais crème on prend pour cuisiner. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Donc, dans 10 ans là, c'est toi qui vas changer. Soit tu changes pour le bien, ou bien tu changes pour le mal, mais c'est toi qui changes. Quand toi tu changes, en fait, les choses changent. Je ne sais pas qui a remarqué. Quand vous avez voyagé, vous avez fait peut-être 1 an, 2 ans, peut-être même 5 ans en dehors de votre pays. Et quand tu reviens dans ton pays, le pays n'a pas changé. Qui a remarqué ça? Le pays n'a pas changé. C'est vrai. Mais tu vois les choses, c'est bizarre. Tu vas au-dessus. Oui, tu dis, attends, donc, c'était ici, j'ai grandi. Tu vois que les maisons sont courtes comme ça. C'est vrai. Les choses n'ont pas changé. Mais c'est toi qui as changé. Tu as fait 2 ans à Dubaï. Tu es habitué avec les R+60, R+100. Dès que tu arrives à Guédiawaye net. Pourtant, c'est ici que tu as grandi. Pourtant, c'est dans ce quartier que tu as grandi. Mais tu viens, tu vois, maintenant, on te donne tiap de 500. Tu dis, mais il n'y a pas de poisson dessus. Hein. Ça, c'est que de poisson. Il n'y a pas de tête. Bon. Ici, tu commences à voir les choses bizarres. Pourtant, c'est là. En fait, les choses n'ont pas changé. Quand tu vas revenir dans ton ancien quartier où tu as grandi, ça n'a pas changé. C'est resté les mêmes choses. Mais toi, tu t'es élevé en mentalité. Et donc, tu vois que les choses ont changé. Non, les choses n'ont pas changé. Les choses sont restées les mêmes. Sauf que toi, tu as changé. Je donne souvent des exemples également sur des relations. Par exemple, Cheikh, toi, tu vois une femme qui te plaît et puis tu peux l'épouser. Bon, toi, tu vas draguer la femme là. Quand elle te voit de la tête jusqu'aux pieds, elle dit que je vais aller réfléchir. Elle te sort une objection. Oui. Ça, c'est une objection. Elle te sort une objection. En fait, en réalité, ce n'est pas à toi qu'elle a donné l'objection, mais à ta version de là. C'est ta version actuelle là. Donc, le refus est lié à ta version actuelle. Mais, si tu veux qu'elle change d'avis, si tu veux qu'elle change d'avis, il faut que c'est toi qui change. Parce que tu ne peux pas la changer d'avis. Parce que actuellement, dans les conditions de pression et de température, là, elle ne peut pas changer d'avis. Dans les conditions actuelles. Mais si tu changes toi-même la personne que tu es, tu travailles sur toi. Tu vas dans les salles de musculation. Là, avant, tu étais un peu comme ça. Tu manquais de confiance en toi. Mais tu travailles sur toi. Travailler sur toi, c'est travailler sur tes 3 dimensions. La dimension physique, la dimension intellectuelle et puis la dimension spirituelle. Tu travailles sur toi pour que c'est toi qui changes. Parce que les choses ne vont pas changer. Pour que les choses changent, c'est toi qui changes. Donc, tu travailles sur toi, sur tes conditions physiques. Tu travailles, tu changes tu deviens beaucoup, tu as la confiance en toi, tu reprends confiance en toi, ta manière de t'habiller, tu commences à t'habiller un peu différemment. Et puis, la dimension intellectuelle également, tu travailles beaucoup, tu lis beaucoup de livres, tu participes à beaucoup de conférences, tu commences à acquérir beaucoup de compétences et donc tu commences à gagner un peu d'argent. Donc, ça améliore encore ta condition physique. En fait, un jour maintenant, tu reviens avec une voiture. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, elle m'a dit, bon, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et tu es quelqu'un de bien. Mais entre-temps, tu sais, c'était mon père qui ne voulait pas que j'aie des copains. En réalité, c'est parce que tu as changé. Dans 10 ans, il y aura toujours des méchants et il y aura toujours des gentils.
Et dans le monde, de façon générale, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. C'est en fonction de qui tu es. Si tu veux que les gens soient gentils avec toi, c'est toi qui décides. Si tu veux que les gens soient méchants avec toi, c'est en fonction de toi que le comportement des gens s'adapte. La même personne n'est pas méchante avec tout le monde. La même personne n'est pas gentille avec tout le monde. Mais en fonction de qui tu es. Donc le vrai travail à faire, tu dois travailler sur toi. Tu dois travailler sur toi jusqu'à ce que tu deviennes une meilleure personne. Tu dois changer. Tu ne dois pas rester la même personne. Et ça, c'est la première stratégie. Une première stratégie. Donc, comprenez la première stratégie que Jim Rohn il donne ici. Si tu veux que les choses changent, la première personne ou bien la première entité qui doit changer, c'est toi. Travaille sur toi. Je ne sais pas si ça fait partie des stratégies, mais je vais vous dire ça après. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies que j'ai mis, mais déjà voici la première stratégie. Est-ce qu'on se comprend par rapport à ça? Est-ce que vous prenez la résolution, vous par exemple, là, de commencer à travailler sur vous pour que vous changez? Parce que je viens de dire tout à l'heure, si tu veux changer, voici les 3 dimensions sur lesquelles tu dois travailler pour changer. Physique, intellectuel et spirituel. C'est ça qui te transforme d'abord en tant que personne. Et tu vas voir que tout le reste va venir après. Si tu es dans de bonnes conditions physiques, tu es dans de bonnes conditions intellectuelles, tu apprends beaucoup de choses, tu développes des compétences. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand on te dit de changer là, on ne te dit pas de changer, aller te coiffer seulement ou bien... Non, on ne te demande pas de changer. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. Parce que quand on vous dit que pour que les choses changent, toi tu dois changer, toi tu penses que tu dois changer, je ne sais pas. Vous étiez en train de penser à quoi? C'est ça, c'est changer. Les conditions physiques. Il faut que tu travailles tes conditions physiques. Ton apparence. Quand on te voit de la tête jusqu'aux pieds. Quand on te voit, tu n'es pas quelqu'un qui est courbé ou bien... Non. Tu travailles sur toi. Quand on te voit, tu deviens bon. Quand on te voit, tu inspires confiance. Tu travailles sur ton côté intellectuel. Tu commences à animer des petits séminaires, des conférences. On t'appelle dans des petits cabinets. Tu vas donner des petites prestations parce que tu as désormais des compétences que les gens cherchent. Donc tu commences à devenir... Quand tu changes, tu vois que les gens ils viennent te chercher. Quand tu développes tes conditions intellectuelles, tu améliores tes compétences ou tu ajoutes de nouvelles compétences, tu commences à devenir utile. C'est les gens qui commencent à devenir gentils avec toi. C'est les entreprises qui commencent à te courtiser. Tu vois que les entreprises étaient des entreprises avant. Mais c'est toi, on ne voulait pas. C'était pas toi. D'ailleurs, c'était ta version d'hier qu'on ne voulait pas. Mais comme tu as mis à jour ta version d'aujourd'hui, ça, on veut maintenant. Tel que tu es aujourd'hui, c'est ça qu'on veut. Mais ce que tu étais hier, tu ne vois rien. Tu ne sais même pas allumer un ordinateur. On te demande de faire PowerPoint, tu ne peux pas faire un slide. Bon, tu ne vois rien. Donc, les gens ne te veulent pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu n'étais pas compétent. Tu es dans une entreprise, tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Non. Personne n'est contre toi dans une entreprise. Il faut comprendre même le but d'une entreprise pour que l'entreprise est là. L'entreprise est là pour faire des profits. Donc on ne va pas engager des gens qui vont venir, on va leur donner une chaise, on va leur donner une table, bureau, et puis on leur donne un salaire, et ils ne sont pas productifs. Une entreprise n'a pas besoin de ça. Donc, tu vas voir que le DG, lui, il va te licencier. Ce n'est pas parce qu'il est méchant. Mais si tu veux, va travailler un peu sur toi. 6 mois plus tard, tu reviens voir le DG et tu le dis, même si ton poste est déjà occupé, mais tu viens, tu dis que franchement, j'avais compris que je manquais beaucoup de confiance en moi parce que je n'avais pas telle compétence. Mais désormais, je suis allé me former. Maintenant, je maîtrise Excel, je peux vous faire des projections financières. Je maîtrise les devis, je peux vous faire les devis en 48 heures. Voilà. Voici les compétences. Ce n'est même plus une question de diplôme ou bien d'attestation.
Mais voici les choses dont je maîtrise désormais. Si vous voulez tester moi avec un projet, je ne suis même pas venu pour te demander de m'employer même. Mais c'est pour te dire que tu avais raison. Et je te remercie même de m'avoir licencié. Parce que c'est quand tu m'avais licencié là que j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'améliore et que je change les choses en moi. Et voilà pourquoi je suis reparti dans des écoles, je me suis inscrit. Donc là, je suis bon. Donc franchement, je suis venu même pour te remercier. Mais teste-moi avec un petit projet, tu vas voir. Tu vas voir que, ah bon, mais c'est bien ça. C'est lui qui t'a licencié à 6 mois là. Mais quand tu te donnes maintenant, tu fais... Cheikh, c'est toi qui as fait ça? Tu dis que oui, c'est moi, j'ai fait ça. Waouh! Mais c'est bien ça, tu as appris ça en combien de temps? Tu dis que oui, j'ai appris ça et puis, now I'm speak English. Ah bon? Tu as appris aussi l'anglais. Tu as dit que tu as changé tellement que les choses commencent à changer. Tu as changé tellement que les choses commencent à changer. Cela est valable partout. Aucune entreprise veut garder des gens qui ne lui servent pas en fait. Quand vous comprenez ça, vous avez tout compris. C'est la première stratégie. Donc, identifier, pour appliquer maintenant la première stratégie, parce que la stratégie, c'est la planification et puis la conduite. Donc, la partie théorique et puis pratique. Maintenant, comment vous mettez ça en application dans votre vie? Prenez des domaines de votre vie que vous pensez que les gens ils vous négligent dedans. Ou bien que vous pensez que vous n'êtes pas bon dedans. Ou bien que les résultats sont médiocres. Comprenez ce que je suis en train de dire? Les domaines où vous pensez que franchement, c'est pas tout. Tout à l'heure, avant de commencer, je vous ai donné quelques pages qu'il faut aller consulter avec certaines vidéos pour améliorer vos capacités dans certains domaines. C'est ça en fait. Ça, c'est moi, je vous ai dit ça. Mais vous pouvez dire, ok, moi, je pense qu'il faut que je prenne par exemple le domaine des intelligences artificielles là, parce que l'avenir du monde, en tout cas le monde jusqu'en 2035 comme ça là, c'est marketing digital, intelligence artificielle, blockchain. Ce sont ces domaines-là qui vont être en vogue. Donc je prends la ferme résolution sur les 6 prochains mois de prendre un domaine et de me transformer dedans. De devenir quelqu'un qui est bon dedans. C'est ça commencer à se changer. Tu te changes sur le plan intellectuel, en termes de compétences, surtout ce que les gens ont besoin. Je ne parle pas juste des compétences qu'il faut aller réciter des citations de sociologie ou bien de géographie, connaître la superficie du Sénégal. Non, ce n'est pas juste des connaissances comme ça, quoi. Mais des connaissances dont les gens ont besoin réellement pour avancer dans la vie, là. C'est ça que tu dois avoir, quoi. Si moi je me mets là, je vous récite, je dis, si moi je venais au Sénégal et je dis voilà, je vous parle de mon pays, le Tchad. Je dis que le Tchad est un pays de 184 000 km² qui est limité au nord. Si je vous récite ces genres de choses-là, est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce que vous êtes prêt à me payer pour que je vous parle de ça? Non. Ça, c'est de culture générale. Mais après, il faut avoir une culture opérationnelle. Ce que tu peux faire et que les gens seront prêts à te payer pour ce que tu connais. C'est ce qu'on appelle la connaissance grise. Sinon, c'est la connaissance blanche. Tu connais, mais c'est comme une arme blanche, ça ne sert pas. Ça, c'est mais apprenez quelque chose, des compétences qu'on vous fait faire ici, les choses qu'on développe ici, intelligence artificielle, marketing digital. Ce sont des choses, si tu connais, les gens ont besoin de ça. Toutes les entreprises cherchent des clients. Tu vois? Donc, si tu as la compétence de trouver des prospects, tu es bon vendeur. Tout le monde cherche des clients. Aujourd'hui, les profils les plus recherchés dans presque toutes les entreprises, c'est des commerciaux. Parce qu'ils veulent des gens qui vont les amener de l'argent. Intellectuel. Donc, compétence. Change. Il faut que tu changes dans ça. D'ailleurs, j'insiste beaucoup dans nos formations. Pourquoi? Parce que rien que ces domaines-là, si tu augmentes, et ça, c'est extrêmement important. En matière de l'économie, de la connaissance, si tu augmentes tes connaissances de 10%, tu augmentes ton gain de 200%. Je répète, si tu augmentes ta connaissance
de 10%, tu augmentes tes gains de 200%. C'est-à-dire que si tu changes ton niveau de compétence qui est actuellement, tu changes, il faut que tu upgrades. Tu élèves ton niveau de connaissance actuel de 10%. Tu vas voir que tes revenus vont doubler. Il n'y a pas une corrélation, ce n'est pas parce que j'ai augmenté mes connaissances de 10% que mes revenus vont augmenter de 10%. Non, il n'y a pas cette corrélation. Si tu augmentes tes connaissances de 10%, tu augmentes tes revenus de 200%. Vous voyez que, maintenant imaginez si tu augmentes tes connaissances de 20%. J'insiste beaucoup sur ça, il y a le côté spirituel. Il y a le côté physique. Mais vu qu'on n'est pas là pour parler de ça, je vais juste vous faire comprendre que comment on change, c'est ça en fait. Comment on change, quand on demande aux gens de changer là. C'est ça, changer en apparence, paraître beaucoup plus confiant, ça se travaille, c'est pas naturel. Vous pensez que les gens qui s'habillent bien, qui parlent bien, voilà, qui sont confiants, qui marchent bien, non, c'est pas naturel, ça se travaille. Donc vous pouvez changer ça. Un homme, tu marches, il faut marcher comme un homme. Mais tu es un homme, tu marches, tu réfléchis beaucoup. Il y a des personnes, quand vous les voyez dans la rue, je ne sais pas quel est leur problème. Même Diomaye qui a beaucoup de problèmes, Diomaye marche. Qui a plus de problèmes que Diomaye dans ce pays? Qui a plus de problèmes que lui ici? Qui a plus de problèmes qu'Alassane Dramane Ouattara? Il dit chaque soir, on lui amène 3 valises de dossiers anciens. Est-ce que vous comprenez ça? On lui amène 3 valises de dossiers anciens. Ce n'est pas des dossiers comme ça, on vient de poser 3 valises. Il dit que lui, les dossiers arrivent dans son bureau par valise. Ce n'est pas des dossiers qu'on prend, on vient, on dépose. Non, c'est des dossiers qui arrivent par valise. Des chèques, ceinture que tu mets, tu prends, tu lis un peu, tu vois, et tu signes. Il dit que parfois, il commence vers 23h, il va signer jusqu'à 6h du matin. Vous imaginez le niveau. Mais quand le gars, il sort, il marche. C'est vrai qu'avec l'âge, mais il marche, vous le voyez, il n'est pas très dépressif. Toi, tu es jeune, tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu n'as pas encore de problème. Mais c'est toi seul qui marche dans la rue. On a l'impression que, non, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas encore de problème. Tu es jeune. Il faut que physiquement, tu as des répondants encore. Après, on va voir. Mais maintenant, tu es jeune. Quand tu sors là, sois dynamique dans la vie. Sois confiant. Il faut que tu changes. Ne sois plus quelqu'un, toujours c'est toi. On doit venir en aide, on doit soutenir, on doit consoler. Non. Sois libre. Change. Il faut que tu changes maintenant d'apparence. Change de physionomie. Sois libre. Promène-toi comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Parce que tout le monde a des problèmes. Personne, toi, ton problème est très petit. Donc, il ne faut pas que ça te fasse trop souffrir, ça te fasse trop réfléchir. Change d'abord ça. Les problèmes là, ça va venir, ça va passer. Mais voilà, détends-toi, libère-toi, marche normalement comme un homme. Change. Sinon, personne, tu vas voir que les gens, toi, tu vas voir tout le monde est méchant contre toi. Mais c'est ton comportement, ça veut dire que c'est ta manière d'être là que ça repousse les gens. Toi seul là, tu penses que tout le monde est contre toi. Toi, tu es qui? Tu dis, moi, on ne m'aime pas. Pourquoi on doit t'aimer? Pourquoi on doit t'aimer? Toi, tu es qui même? Tu payes le loyer de quelqu'un ici à Dakar? Non. Détends-toi, change, sois libre. Libérez-vous maintenant, libérez-vous, parce qu'il faut que les choses changent dans votre vie. Parce que c'est votre mauvais comportement toujours, c'est ça qui va bloquer les gens. Et ceux qui vont nous suivre sur Internet, il faut que vous appliquiez ce que je suis en train de dire. Ça ne sert à rien, tout le monde a des problèmes, mais quand vous nous voyez, on est toujours... Hey, vous allez voir un milliardaire, le gars il est au téléphone, 3 milliards de dettes là-bas, il est tranquille. Il rit même. Tu arrives chez lui, il dit que mange, t'inquiète pas frère. C'est moi, attends, qui leur a dit de me prêter les 3 milliards? S'ils veulent n'ont qu'à venir m'aider, on va rembourser l'argent là, sinon ils le mettent en prison. Et on ne va pas l'enfermer aussi. Toi, tu l'enfermes quelqu'un 3 milliards. Toi, tu as fait comment ton argent? Comment il va te rembourser?
Il faut le laisser dehors, l'aider à rembourser. Tu le laisses dehors et tu viens même le... Ah, je vous ai dit ça. Au Mali, il y a une dame. Elle, 300 millions. C'est les créanciers qui sont venus même lui dire, madame, franchement, on veut vraiment t'aider quoi. Donc dis-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit que non, si vous me donnez des marchés, les chantiers comme ça, si je travaille, vous récupérez les bénéfices. Il dit que d'accord. On a commencé à l'aider pour qu'il rembourse la dette. Les gens ont beaucoup de problèmes, mais ils ont c'est l'attitude. Donc on change en apparence, en attitude, en compétence, on devient une nouvelle personne. Quand ça là, ça change, les choses, pour que les choses changent, je dois changer. Pour que les choses changent, je dois changer. Pour que les choses changent, je dois changer. Je dois changer. Les choses là ne vont pas changer, c'est moi qui change d'abord. Quand je change là, c'est comme par miracle. Les choses changent automatiquement. Deuxième stratégie. Ça encore, on va aller ensemble. C'est bon. Là aussi, il faut que je boive un peu d'eau. Parce que ça va être chaud, hein? Chaque stratégie. Chaque stratégie, ça va être chaud. Ok, on y va. Allez-y. Ne souhaitez pas que les choses deviennent faciles, mais devenez plus forts. Encore. Ne souhaitez pas que les choses deviennent faciles, mais devenez plus forts. Encore. Ne souhaitez pas que les choses deviennent faciles, mais devenez plus forts. Ok, je vous pose une question. Est-ce que dans la vie, il y a quelque chose qui est facile? Non. Qu'est-ce qui est facile dans la vie? Qu'est-ce qui est facile dans la vie? Donc, ne souhaitez pas que les choses soient faciles, parce que les choses ne peuvent jamais être faciles. Rien ne va devenir facile. Rien ne va devenir facile. Donc la meilleure mentalité à avoir, c'est que c'est toi, tu dois devenir fort. Quand tu deviens fort, il faut être plus fort que les problèmes. Parce que les problèmes vont toujours exister. Les choses vont être toujours difficiles. Si quelqu'un vous a dit, et ça j'ai appris de Mbaïgué, vous le connaissez, Mbaïgué EMG là, il y a eu une interview qu'il a fait passer. Il a dit que sa maman lui a dit, si quelqu'un te dit que gagner de l'argent c'est facile, il dit que la personne là est en train de mentir. Sa maman lui a dit que si quelqu'un te dit que gagner de l'argent c'est facile, là quelqu'un a menti. Et il dit que ça c'est resté dans sa tête. Partout où il part, si on lui explique quelque chose où tu dois mettre 1000 francs ici, sortir 5000 là-bas, il dit ça là. Il dit ça là, c'est pas sûr. Il ne s'est jamais fait arnaquer, escroquer dans les affaires où on lui a toujours montré des choses qui sont faciles à faire là. Non, rien n'est facile. Mais c'est toi qui dois rendre les choses faciles. Tout ce qui est difficile pour vous est facile pour quelqu'un d'autre. Vrai ou faux? Vrai. Il y a une chose qui est facile pour vous, mais c'est difficile pour quelqu'un d'autre. Donc, si quelque chose est difficile pour toi, c'est parce que c'est toi. Et donc, toi, il ne faut pas souhaiter que cela devienne facile. Parce que de la même manière où certaines choses sont faciles pour toi, là, d'autres, c'est difficile pour eux. Moi, ça me surprend toujours de voir les joueurs courir pendant 90 minutes sans s'épuiser. Qui peut courir 90 minutes sans s'épuiser? Moi, quand je les vois, je suis toujours surpris. Les gars, ils courent pendant 90 minutes. Et puis, il y a des latéraux, là, ils montent, ils descendent seulement. Vous voyez les latéraux, là. Hakimi, le jeune, là. Le jeune Mendes. Voilà. Les gars, ils courent seulement. J'ai dit, alors que toi, ton autonomie, c'est 2 minutes. Tu cours ici, tu arrives là-bas. Tu t'arrêtes déjà, tu commences à respirer. Alors que le gars, depuis 90 minutes, il est en train de faire ça. Mais pour lui, en fait, il fait ça chaque semaine. Et parfois 2-3 fois même par semaine. Mais est-ce que ça a été toujours facile pour lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu plus fort. Ça n'a jamais été facile, hein, mais il a travaillé jusqu'à... Il est devenu... Ce n'est pas que les choses sont faciles, mais c'est lui qui est... Voilà, c'est lui qui est devenu fort en fait.
c'est la même chose. Donc si tu veux gagner de l'argent, combien d'argent tu veux gagner? Il y a des gens qui disent, franchement, moi, je veux me battre pour au moins commencer à gagner 5 millions par mois. 10 millions par mois. Quand les gens voient ce que je gagne, franchement, je sais ce que je gagne, là, je vais gagner. Est-ce que ça a été toujours facile pour moi de gagner ces montants d'argent? Non. C'est parce que je suis devenu fort. Donc j'ai vaincu ces montants d'argent-là. Il y a des montants d'argent que j'ai déjà vaincus. Et je vois devant moi, il y a des gens également qui gagnent encore plus. Donc, il faut que je devienne encore plus fort encore. C'est toujours comme ça. Donc, tout ce qui est difficile pour vous aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas devenu plus fort que la chose. C'est tout. Et donc, il faut que vous travaillez à devenir plus fort. C'est le secret. C'est une stratégie. Tout ce qui vous donne l'impression d'être difficile, il y a toujours une manière de devenir plus fort. Il y a toujours une façon de devenir plus fort. Gagner la Ligue des Champions, est-ce que c'est facile? Mais vous avez vu comment le PSG est devenu, au cours des années, au fil des années, de plus en plus fort, jusqu'à vaincre cette malédiction. Ce n'est pas parce que c'est facile. Donc, il ne faut jamais souhaiter que les choses deviennent faciles. Parce qu'ils ne le seront pas. Souvent, quand je vois des jeunes de mon âge, peut-être plus jeunes, plus âgés que moi, mais on est dans à peu près les mêmes tranches d'âge, même génération, ils se plaignent beaucoup. Oui, tu sais, je vais aider ma maman, je vais aider mes petits frères, je vais faire cela, je vais faire ceci, mais franchement, tu sais, Sénégal maintenant trop. Bon, Sénégal maintenant trop. Attends, toi tu penses que le Sénégal est difficile pour tout le monde? Non. Pour certaines personnes, ce n'est plus difficile. Pour certaines personnes, ce n'est plus difficile comme toi. Ce n'est pas tout le monde qui a tes problèmes là ici au Sénégal. Parce que les problèmes que moi j'avais ici au Sénégal, il y a des étrangers qui sont venus et puis ils se plaignent trop. Je dis que mon frère, je vais te donner un secret. Le secret est là. Le Sénégal ne va jamais être facile. Et le Sénégal n'est jamais facile même pour les Sénégalais. C'est-à-dire que c'est même pas possible. Qui t'a dit que tu vas en France, la France va être facile? Il y a les Français qui dorment dans la rue. Donc la France même n'est pas facile pour les Français. Donc toi encore qui es étranger, qui arrive en France, c'est pas sûr que c'est toi, on va faire cadeau. La France ne va pas te faire cadeau. Mais une chose est sûre, mon frère. Quand je suis arrivé au Sénégal, j'avais les mêmes problèmes que toi. Les mêmes difficultés que toi. Le bailleur qui te mettait trop de pression. Le 3 déjà, il t'appelle. Fils, ça va? Parfois, on coupe l'électricité. Tu dors avec la bougie. On a vécu ça à Dakar. Mais ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas Dakar qui est difficile. C'est moi qui étais faible. C'est moi qui étais faible. Ce n'est pas Dakar qui était difficile. Non. C'est moi qui étais faible. Donc, il faut que je commence à travailler sur moi pour devenir fort. Un des loyers que je payais, même le bureau ici, souvent 2-3 jours avant, je paye. Personne ne me dérange par rapport à quoi que ce soit. Il y a eu, jusqu'à même, il y a d'autres personnes qui veulent prendre l'appartement en bas là. Le bailleur dit que non, moi je vais donner aux gens qui sont en haut là-bas là. Parce que, vous voyez, ce n'est pas que c'est devenu facile, non. C'est au fur et à mesure que je suis devenu fort, que les choses deviennent faciles. Tu as certaines choses, parfois certaines choses, tu commences à les avoir avec beaucoup de facilité, beaucoup même, tu penses que c'est même des avantages que les gens ils te donnent. Je vais vous dire une chose, je suis chrétien. Dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, Jésus il a dit, à celui qui en a, on l'ajoute. Quand le plus difficile c'est de te battre pour en avoir. Et puis ça devient, c'est-à-dire que si tu te bats pour en avoir, tu as l'impression que ça devient encore plus facile.
Si tu te bats à en avoir déjà, ça devient encore plus facile. Mais à ceux qui n'en ont pas, si tu es faible, les choses vont encore être plus difficiles encore. C'est-à-dire que si tu es faible, les choses vont devenir encore plus difficiles pour toi. Donc, il ne faut pas que les choses ne souhaitent pas ça. Bats-toi à vaincre certaines choses pour encore profiter des avantages de la sélection naturelle. Parce que la nature même récompense ceux qui se sont battus à devenir forts. Et les êtres humains même vont commencer à apprécier les gens qui se sont battus à devenir forts. Aujourd'hui, pourquoi vous aimez les artistes? Leur début n'a jamais été facile. Pourquoi on aime quand on va dans les stades à la fin du match? Pourquoi les gens veulent venir faire photo avec les grands footballeurs? Mais ces gars-là, c'est parce qu'ils sont devenus forts. Et quand tu deviens fort, la vie te donne les avantages. C'est des choses même imméritées. C'est la grâce. Tu as même la grâce. Les gens ils te donnent même. Donc, quand tu deviens fort, non seulement les situations vont être faciles, parce que les choses deviennent, parce que ce n'est pas les choses qui doivent être faciles, les choses deviennent faciles, mais encore tu profites des avantages de la sélection naturelle. Où naturellement, il y a des choses qui viennent à toi. À celui qui en a, on lui donnera. Ça, c'est une philosophie de la réussite. Comment appliquer cette stratégie dans la vie? C'est un domaine d'application. L'épargne. Épargner, vous allez voir. Juste un principe simple de l'épargne. Tu gagnes 1000 francs, fais tout, mets 10 francs de côté. Tu gagnes 500 francs, fais tout, mets une partie de côté. Toujours épargner. Vous allez voir qu'à un moment donné, les situations deviennent faciles. Parce que épargner, je le dis dans les finances personnelles, épargner, c'est l'étape la plus difficile de l'argent. Épargner de l'argent. La chose la plus facile dans le processus de l'argent, c'est gagner. Gagner est trop facile de gagner de l'argent. Même les mendiants gagnent de l'argent. Gagner, c'est la chose la plus facile. Mais la discipline d'épargner là, c'est ça qui est très difficile. Donc toi tu fais le plus difficile. Tu deviens fort. Épargne, peu importe la situation. On te dit oui, non, que ton cousin il vient d'avaler un pilon avec son mortier. Et il y a toujours quelque chose qui va venir pour que tu dépenses ton argent. Parce que épargner là, non. Si tu n'es pas fort, tu ne peux jamais épargner. La preuve, quand tu demandes aux gens, tu as combien de mois d'épargne? Souvent 0. Épargner, c'est difficile. Fais le plus difficile. Évite les émotions. Épargne, épargne. Tu vas voir que les choses commencent à devenir faciles. Parce que face à une situation, tu as déjà un peu pour faire face aux situations. Imaginez maintenant si tu n'as rien. Les situations vont venir, vont s'empirer, Tu es là, on coupe l'électricité, ensuite on coupe l'eau. Pendant que tu as trouvé 5 000 pour recharger l'électricité, le bailleur il t'appelle. C'est-à-dire que c'est-à-dire que plus tu n'as pas, les choses vont s'empirer pour toi. Le monde est comme ça, donc serre la ceinture, fais le plus difficile, épargne. Le plus difficile dans l'argent, c'est épargner. Ça, il faut que vous le compreniez. Que ce soit ceux qui sont en ligne ou bien vous tous. Comprenez, le plus difficile dans l'argent, c'est épargner. Le plus difficile dans l'argent. Même 1000 francs, tu peux toujours mettre 100 francs de côté. Ce n'est pas le montant mis de côté qui compte. C'est la discipline de le faire. C'est que je prends l'habitude toujours que quel que soit ce que j'ai, je mets une partie de côté. Les 10% que vous mettez de côté, c'est le principe de la vie. Même les agriculteurs au village comprennent ça. Ils ne consomment pas la semence. Ils ne savent pas s'il va pleuvoir la saison prochaine. Ils ne savent pas. Ça a l'habitude de pleuvoir, mais ils ne sont pas sûrs que ça va pleuvoir. Mais quand ils récoltent, ils vont tout faire mettre une partie de côté. Maintenant, il y a des pays où il y a les ethnies. Chaque année, ils achètent la semence. Vous voyez comment les gens sont idiots? Comment tu peux acheter la semence?
Tu as récolté. Vous voyez que c'est même pas intelligent. Faire le plus difficile. Et une fois que tu auras d'épargne de côté, tu vois que tu deviens plus fort que tes problèmes. Parce que les problèmes vont venir. Et quand ça vient, comme toi, tu as déjà un peu, tu as épargné. Je ne parle pas, vraiment, ce n'est pas le montant d'argent à épargner, mais c'est la discipline de le faire. Parce que les problèmes qui vont venir seront proportionnels à peu près à ta capacité de gérer. Mais l'avantage quand tu épargnes, c'est que tu attires les opportunités. C'est le même principe. À celui qui en a, on lui donnera. Parce que les opportunités qui vont venir, les gens qui cherchent à vendre leur terrain, les gens qui cherchent à vendre leur moto, c'est-à-dire que c'est les opportunités qui vont venir maintenant vers toi. J'ai vraiment d'abord, tu sais, moi j'ai un petit souci là, il y a ma femme qui est enceinte là. Donc je cherche à vendre ma moto là. Tu sais, toi me dis, la facture là, j'ai acheté à 800 000. Mais là, même si quelqu'un me donne 400 000, je vais prendre. D'abord, il va dire que bon, moi franchement, je vais en parler à mon ami Abou voir. Abou, parce que lui, il ne peut plus saisir cette opportunité. Lui, il est incapable déjà, donc l'opportunité lui passe entre les mains. Il va dire, je vais en parler à mon ami Abou. Abou dit que oui. Bon, il y a Alassane, donc, vous voyez, Alassane, quand ça arrive, Alassane dit, non, moi, j'ai que 100 000 là-bas. Donc, s'il veut, là, il prend les 100 000 là. Il va réfléchir, ils vont sauter Alassane, ils vont venir sur Sow. Sow, il dit que lui, il n'a rien, il a 50 000. C'est lui qui a l'opportunité. C'est-à-dire que quand tu as l'épargne là, l'opportunité va glisser entre les mains des gens jusqu'à... Nous, on a l'habitude, à l'époque, on achetait les guitares et on revendait les guitares sur l'Espace Dakar. C'est un business à l'époque que je faisais beaucoup quand j'étais étudiant. Comme je formais les gens à la guitare sèche, souvent mes étudiants qui veulent acheter les guitares, moi je me connecte sur l'Espace Dakar, je vois les guitares, j'achète et je vends à mes étudiants quoi. Mais à l'approche de la Korité, vous savez au Sénégal, on connaît cette période là où tout le monde a besoin d'argent et personne n'a d'épargne. Tout le monde a besoin d'argent. Il y a un gars qui, je vois, il poste une guitare basse. La guitare basse, ça coûte entre 200 000 et 300 000. Le gars, il met la guitare basse. J'appelle, il dit que non, c'est 150 000. J'ai dit non, moi, j'ai que 50 000, quoi. Il dit que non. Je dis, wow, toi, tu es malade. Toi, tu connais bien les guitares basses. Tu vas pas dire 50 000. J'ai dit, ah, pardon, grand. Demain matin, je vois le gars là m'appeler, quoi. Il dit que frère, comment tu vas? J'ai dit ça va bien. Il dit que bon, tu sais, tu peux pas ajouter un peu de dé. Frère, moi hier j'avais 50 000, je voulais te donner. Là, ma maman m'a appelé, j'ai envoyé 10 000. Il me reste 40 000 même. Le gars dit, ah yo, toi aussi. Le gars dit, toi aussi, il faut. J'ai dit, mais hier j'étais dit 50 000, fallait prendre. Ça, c'est le monde qui est là. Travaille à devenir fort. Les choses ne vont jamais être faciles. Donc, comprenez une chose. Dans plusieurs domaines, il faut faire la même chose. Je vous ai donné dans le cas du sport. Les choses sont devenues faciles pour certains. Ce n'est pas parce que ça a été toujours facile, mais parce qu'ils en ont pris conscience et ils ont anticipé. Ils ont travaillé jusqu'à ce que, lorsque les problèmes, lorsque les matchs, elle dit que les rings, quand ils vont monter sur les rings, les choses les sont faciles. Parce qu'il ne faut pas attendre. On ne s'entraîne pas sur le ring. On ne s'entraîne pas lorsqu'on est en face de problèmes qu'on s'entraîne. On ne s'entraîne pas lorsqu'on entre au terrain. Non. On ne s'entraîne pas lorsqu'on fait face aux problèmes. Donc si les choses sont faciles pour des joueurs sur le terrain, là, c'est parce qu'ils ont travaillé quelque part à ce que quand ils viennent là, ça devient facile. Et donc, pour aller vite, parce que là, chaque stratégie, ça nous prend déjà beaucoup de temps, on va aller vite. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ne souhaitez pas que les choses deviennent faciles, mais... Ne souhaitez pas que les choses deviennent faciles, mais... Devenez plus fort. Mais deviens plus fort. Toujours. Troisième stratégie, et c'est là que j'aime beaucoup. Voilà. Ça, à chaque stratégie, je vais un peu boire de l'eau, parce que là, je vais beaucoup crier encore. Est-ce que c'est bon, on peut aller? Oui. On y va. Vous êtes la pour travailler au quotidien. On y va encore. Vous êtes la des 5 personnes pour travailler au quotidien. Encore?
Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez au quotidien. Applaudissez pour vous. Ici, j'ai beaucoup de choses à dire. C'est vrai que le temps ne nous permettra pas, mais rien qu'ici, je peux parler de ça, parler encore. Vous êtes la moyenne des personnes, des 5 personnes que vous côtoyez au quotidien. Ça, que vous en soyez conscient ou pas, ça s'applique à vous. Que vous soyez conscient que vos amis ou bien vos parents, en tout cas toutes les personnes que vous côtoyez au quotidien là, que vous soyez conscient de leur influence sur vous ou pas. Ils influencent votre vie. Directement ou indirectement. Consciemment ou inconsciemment. Ce n'est même pas de votre faute. C'est-à-dire que vous-même, vous n'êtes même pas au courant de ces influences. Mais ces personnes agissent sur vous. C'est extrêmement important donc de choisir très bien les personnes avec qui on décide de fréquenter. Voilà pourquoi, quand vous partez dans le milieu des entrepreneurs, vous fréquentez régulièrement les entrepreneurs pendant 1 an. Votre façon de voir change. Si on vous propose même un salaire, ça ne vous dit pas grand chose. Parce que vous êtes dans un milieu qui est comme ça. Quand vous prenez par exemple dans votre lieu de travail, ceux qui vont nous regarder par exemple sur Internet, prenez le salaire de vos collègues, les gens avec qui vous travaillez ensemble. Vous prenez ceux que vous travaillez ensemble là, prends le salaire de tes collègues, s'ils sont 4, 5 ou 10 là. Tu prends le salaire à peu près de tes collègues. Tu divises par la moyenne. Tu fais la moyenne, ce que je veux dire. Tu fais la moyenne des salaires. Inévitablement, dans 5 ans, ce que tu vas gagner ne va pas dépasser ces montants. Parce que l'homme est la moyenne des personnes qu'il côtoie. Des fréquentations. Parce que la mentalité des salariés, c'est la stagnation. C'est la sécurité. C'est que ce qu'ils gagnent, ils se battent pour maintenir ça sur le long terme. C'est pour cela ils vont se battre pour les CDI. Ils veulent avoir un CDI. C'est le plus grand combat dans les entreprises. Je veux avoir un CDI. Et c'est là que vous devez basculer vers des personnes ambitieuses. Des personnes qui se projettent à gagner 5 millions, 10 millions, 20 millions par mois. C'est vers ces personnes-là que vous devez côtoyer, que vous devez beaucoup plus vous approcher. Dans la méthode phare, par exemple, c'est bizarre. Lorsque quelqu'un devient millionnaire, on lui met dans le groupe des millionnaires. À la fin du mois, on fait des captures. 10 millions, 5 millions, 6 millions, on met. Directement, ceux qui gagnent 1 million, là, ils ont honte de mettre pour eux dans le groupe. J'ai dit pourquoi vous ne mettez pas? Il dit que non, c'est quand je vais atteindre 2-3 millions que je vais mettre ça dans le groupe. C'est-à-dire qu'il y a une pression. Parce que les gens avec qui nous on discute sont des gens qui, la moyenne, c'est la loi de la moyenne. Quand vous avez des amis qui gagnent tous 5-10 millions par mois, toi tu arrives, tu gagnes 1 million par mois, tu as même honte de parler de ça. Pourtant au quartier, tu allais même te vanter de ça. Tu allais même te vanter. Que, oui, non, tu sais, moi, je gagne 800 000 par mois. Hein. Tu commences à te vanter pour rien. Alors que tu entres dans un groupe, tu vois que les gars, ce qu'ils gagnent là-bas, ils gagnent des gros montants. C'est l'influence en fait. Nous sommes dans un monde d'influence. L'influence, parce qu'ici, il parle beaucoup plus d'influence. L'influence, on va revenir dessus. Il y a d'autres, on va travailler, il y a le leadership, on va venir vraiment sur le leadership. Et d'ailleurs, ça me permettra de vous parler un peu de leadership. L'influence, quand on parle d'influence, c'est la transmission de vos qualités et de vos défauts. C'est ça qu'on appelle influence. Si vous prenez 10 pommes qui sont en bon état, vous mettez dans un carton. Et puis vous prenez une pomme qui est pourrie. Vous mettez dans les 10 pommes. Vous revenez 1 semaine ou 2 semaines plus tard. Qu'est-ce qui va se passer? La pomme pourrie
va influencer toutes les autres pompes. Et ils vont commencer par pourrir également. C'est parce que la pompe a transmis ses défauts aux autres pompes. Si vous fréquentez quelqu'un qui se plaint beaucoup, si vous fréquentez, vous êtes dans un milieu où les gens ils ne font que se plaindre. Toujours les gens ils se plaignent. Oui, c'est le président. Oui, c'est le gouvernement. Oui, c'est-à-dire que les gens se plaignent tout le temps. Inconsciemment, toi aussi, tu vas commencer à te plaindre. Parce que tu commences à trouver normal de se plaindre. Tu commences à trouver normal que c'est quelqu'un qui doit être responsable de ce qui t'arrive. Tu penses que c'est les choses qui doivent changer. C'est pas toi. Mais quand tu fréquentes le milieu ici comme ça, là, est-ce que tu vas te plaindre? Parce que tu sais que les choses ne changent pas. C'est toi qui dois changer. Imaginez souvent à la fonction publique dans certains pays du Gondwana. C'est pour éviter de dire le nom d'un pays. Donc au Gondwana, la corruption c'est normal. Quand on a voté un budget de 100 millions pour construire le siège de tel bâtiment de la fonction publique, le bâtiment normalement c'est 100 millions. Tu fais ta facture de 100 millions, tu amènes, tu déposes. Le gars il dit dans les 100 millions là, moi c'est combien? Il dit non, non, non. Comme tu viens de voir là, rez-de-chaussée 10 millions, premier étage. Donc il te fait le calcul du bâtiment, il dit que le bâtiment ça fait 90 millions. Main d'œuvre 10 millions. Donc c'est toi, ta main d'œuvre 10 millions, moi main d'œuvre c'est combien? Moi, c'est pas la main qui va signer une ceinture là où tu sais, tu penses que c'est qu'est-ce qui signe ça? C'est aussi ma main? Toi, c'est ta main d'œuvre. Mais moi, ma main d'œuvre qui va signer là. C'est comment? On va refaire la facture. Lui, il va aller refaire la facture. Il va mettre 150 millions. Les 150 millions arrivés, il va prendre 50 millions. C'est ce qui se fait depuis longtemps. Depuis 10 ans. Peut-être depuis 20 ans, depuis 30 ans. Tout le monde sait que c'est comme ça. On gonfle les prix des marchés publics. Ou bien tu es obligé de corrompre les gens pour avoir des marchés. L'argent sort pour les vaccins. Au lieu d'acheter 50 cartons de vaccins de type temps, on va acheter 20 cartons. Et puis l'argent des 30 cartons supplémentaires, on va mouiller les gens avec. Toi, tu viens de finir à l'université chez Kanta Diop. Tu es le fils de Seri Abundongo. Voilà, toi, tu es de bonne foi. Tu n'aimes pas les choses qui sont flou. Bon, tu entres là-bas. On dit, toi là, est-ce que tu sais que la fonction publique là-bas, tout le monde est corrompu là-bas? Tu dis, hey, non, moi je suis le fils d'Abdul Serin Saliou Ndongo. Donc franchement, moi les choses qui ne sont pas flou là, les choses qui ne sont pas claires là, moi je ne suis pas dedans. Hey, non. Tu dis, ok, tu es rentré dedans, d'accord. Quand tu rentres là-bas, tu vois comment les choses se passent. Tu dis, merde. Mais c'est pour cela que le Gondwana n'avance pas. Tu rentres à la maison, tu trouves, non mais le Gondwana, mais les gens, un contrat normal, ça passe ici, et puis, mais c'est ça que le Gondwana n'avance pas. On dit, calme-toi. Demain tu arrives dans le bureau, hey, Abdul Seri, non, ça va, comment tu vas? Mais toi, franchement, tu es un étudiant, tu as bien fini, et je vois que tu viens au travail à vélo, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui va commencer? Si tu as fait 5 ans là-bas, même 5 ans c'est beaucoup, hein? Même 1 an, tu vas dire, 1 an d'abord, tu vas dire que franchement, bon, souvent quand il m'explique, je comprends, il a aussi 2 femmes, 3 enfants, et puis le Gondwanais c'est difficile. Ok, ça va, bon. Au moins ça lui permet, c'est-à-dire que tu commences à comprendre l'influence. Tu commences à comprendre pourquoi. Avant tu n'acceptais même pas. Tu ne voulais même pas comprendre que la corruption, elle dit que la corruption, toi tu comprenais même, elle dit que tu ne comprends même pas qu'on doit voler. Mais maintenant tu commences à comprendre, à justifier, bon, ça va. Bon, c'est la vie, ils font ce qu'ils peuvent. 2 ans. C'est toi maintenant tu vas commencer à dire que, ben, directeur, franchement, 2 ans sur moto là, même mes genoux là,
franchement, c'est toi qui vas commencer à négocier. Pourquoi? Parce qu'une goutte de bissap ne peut pas changer la couleur de la mer. Mais une goutte de bissap dans l'eau, ça peut changer la couleur de la mer? C'est toi qui vont changer. Tu vas dire que non, je vais vivre, je vais quand même aller avoir des amis qui volent, qui trichent, avoir des amis fainéants, qui accusent leurs parents de ne pas les aider. Tu rentres dans des cercles de fils à papa, qui dorment, qui accusent leur papa de ne pas pouvoir les aider. Tu les fréquentes. Toi aussi, tu vas commencer à dire que franchement, lui, là, il a dit que son papa, lui, mais moi, mon papa m'a rien fait. Tu vas commencer à penser que c'est tes parents qui sont la source de ton problème. Voilà l'influence. Donc, que ça soit bon ou mauvais, les qualités, tu les reçois. Les défauts aussi, c'est dans le même lot. Et donc, pour appliquer ces principes dans votre vie, il faut choisir sous quelle influence vous allez vous mettre. Il faut choisir consciemment sur les réseaux sociaux, les pages que vous allez suivre. Il faut choisir consciemment dans la vie les amis que vous devez avoir. Si je ne gagne pas comme eux, je ne dépense pas comme eux. C'est simple. C'est ça le principe de base. Je ne gagne pas comme eux, je ne dépense pas comme eux. Je ne me vois pas à l'avenir comme eux ils sont. Je ne les fréquente pas. C'est des principes simples. Hein? C'est à vous de voir votre ambition dans 5 ans. Si tu vois des personnes tout le temps depuis 2-3 ans assis en train de prendre du thé, d'insulter les gouvernements, et toi tu t'assois avec eux. Toi dans 3 ans, 4 ans, tu sais là où tu vas être. Mais quand tu vois des jeunes ambitieux qui se réunissent pour parler du pays, du progrès, comment ils peuvent faire pour aider le pays, tu rentres dans un cercle qui est différent. Automatiquement, tu es influencé différemment. Donc, c'est à vous de choisir de façon très intentionnelle les gens que vous allez côtoyer. Je ne dis pas peut-être que c'est moi, peut-être que moi, ce que je fais ne vous inspire pas, mais cherchez la personne qui vous inspire. Et faites tout pour être dans son cercle. Si vous voulez devenir grand imam demain, votre ambition demain c'est de devenir pasteur ou bien de devenir... Mais il faut aller dans des environnements qui vont te permettre de développer tes ambitions. Tu ne peux pas vouloir ça et te diriger vers ici. Alors que si tu veux aller ici et tu te diriges là, tu ne vas pas y arriver. Tu veux devenir un grand entrepreneur. C'est simple. Va sur Facebook, YouTube, en tout cas toutes les pages qui parlent entrepreneuriat, business, c'est là-bas que tu t'abonnes dessus. Tu essaies de regarder. Ça te permet, c'est pas que tu vas faire ce qu'eux ils font. La preuve, moi, j'ai suivi beaucoup d'entrepreneurs, mais je ne fais pas ce qu'eux ils font. Je suis des entrepreneurs qui sont dans le domaine de poulet, il y a des entrepreneurs qui font vendre de chaussures, il y a des employés qui vendent des formations, ainsi de suite. Trading, crypto-monnaie, ainsi de suite. Mais comme toi, tu veux devenir entrepreneur, tu vas observer dans tout cet environnement ce qui va mieux correspondre. Parce que tu ne vas pas toujours réussir dans ce qu'eux, ils ont réussi. Vous n'allez pas toujours réussir dans ce que moi, j'ai réussi. Et vous n'allez pas surtout réussir de la même manière que moi. Peut-être plus vite, peut-être plus lentement, peut-être... En tout cas, chacun a son parcours. On ne peut pas avoir tous les mêmes parcours. Ce que j'ai pris 1 an pour faire, vous pouvez le faire en 6 mois. Ainsi de suite. Mais... l'objectif de façon globale, mais c'est d'être dans un environnement là où toi tu veux aller. Que ce soit virtuel ou réel. Une des choses qui m'a propulsé rapidement, c'était ça. Tout mon environnement était constitué de choses comme ça. Les livres, la plupart de mes livres sont des livres qui parlent de business, des livres... Elle dit que je ne lis pas les livres sous le soleil des indépendances de... Non. Parce que je ne veux pas être un poète. Ce n'est pas ce que moi je veux être en fait. Si je voulais être poète, dans ma bibliothèque, j'allais avoir les livres de Hugo, quoi là. Voilà, Victor Maupassant ou bien Victor de Hugo de...
C'est ce genre de choses-là. Ça, si je voulais être poète, Senghor, voilà, j'allais avoir beaucoup de ces livres-là. Comme ça, à force de beaucoup les lire, je deviendrais la moyenne voilà, de tout ce que j'aurais appris. Mais moi, je veux plutôt devenir Jim Rohn. Je veux devenir Robert Kiyosaki. Je veux devenir plutôt Dangote. Donc, il faut que je lise beaucoup de livres qui parlent d'argent, de motivation, d'investissement, business, des choses comme ça. Donc, c'est un choix. Parce que vous serez la moyenne dans 5 ans là. C'est le choix de votre environnement virtuel ou bien de votre environnement physique. C'est le choix. Donc, choisissez maintenant les personnes que vous aspirez devenir. Et soyez dans leur milieu. Sur ma page Instagram, je suis Tony, le PDG de UBA. Je suis Anthony Robbins, Brian Tracy. En fait, tu suis des gars qui t'inspirent. Parce que toi, tu aspires dans 5-10 ans être comme eux. Moi, c'est ce que je vous dis de faire. À part la page de Vivre et Réussir en Afrique, je vous recommande également les chaînes de mes amis. Allez-y suivre mon ami Karamo. Suivez Karamo, sa chaîne c'est Karamo Sangaré. Allez-y suivre ces chaînes-là. Allez-y suivre la chaîne de mon ami Amadou Sek. Allez-y suivre la chaîne d'Amadou Sek. Parce que c'est un environnement, vous êtes la moyenne des personnes et des connaissances que vous allez accumuler maintenant. Donc il y a Investir au pays, Philippe Simo, un grand frère également qui fait un bon travail. Il y a également, il y en a beaucoup. Les femmes, il y a beaucoup de femmes qui créent de bons contenus. Marthe, Karine, Naboufal, voilà. Allez-y, concentrez-vous sur des personnes qui donnent du contenu que vous pensez que vous également, demain, vous pouvez faire mieux que eux ou bien faire comme eux. Et moi, je vous le dis, vous pouvez toujours mieux faire que nous qui sommes devant. C'est toujours comme ça. Parce que ceux qui sont venus là, ils ont toujours fait plus que ceux qui étaient là avant. Parce que tu vas venir prendre, comme tu vas analyser plus de personnes, tu vas avoir plusieurs angles de traitement, donc après, toi, tu peux, sur la base de plusieurs idées, toi, tu peux sortir pour toi qui peut encore aller plus loin. Donc, vous êtes la moyenne des choses que vous avez vues, que vous avez entendues, mais surtout des personnes que vous allez côtoyer. Voilà pourquoi, dans la méthode phare, il y a les millionnaires, il y a les futurs millionnaires. Par exemple, le vendredi, tous les futurs millionnaires, on aura une rencontre. On a eu Maryse. Les futurs millionnaires, oui, Jean et Maouté qui sont devenus futurs millionnaires. On a eu une rencontre, on les réunit uniquement. Et puis, c'est les millionnaires qui viennent vous former. On a créé une culture pour mélanger ceux qui sont un peu avancés avec d'autres qui vont tirer les autres, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une stratégie, quoi. Une stratégie vraiment de mélanger ceux qui ont réussi avec ceux qui sont en train de réussir pour tirer les autres vers le haut. Si tu traînes beaucoup avec les gens qui sont en bas, ils vont te tirer vers le bas. Dans la famille de 10 personnes, c'est toi qui es celui qui a le plus d'argent. La loi de la moyenne va s'appliquer. Si toi seul, tu as 2 femmes qui font rien à la maison, plus 8 enfants, et c'est toi qui travailles seul, plus 9 oncles et tantes, cousins, cousines, tous frères, c'est toi seul qui gagne l'argent. La loi de la moyenne va s'appliquer. Vous savez la moyenne, non? Les matières ont leur coefficient. Et après, on fait la moyenne sur 20. On va faire, toi tu as 1 million, d'accord. Coefficient 1. Lui gagne 0 francs. On va faire la moyenne et après on va diviser. Tes 1 million là vont fondre. C'est ça la moyenne. Donc tu as la moyenne des gens que tu fréquentes même. Tu seras surpris qu'il y a des gens qui gagnent 2-3 millions par mois au Sénégal, mais ils ne font rien avec. Quand tu leur demandes, il y a baptême, c'est lui qui est le seul dans la famille que tout le monde sur qui tout le monde compte. Quand il y a mariage de temps, chaque semaine il reçoit des enveloppes de soutien.
parce qu'il y a mariage de temps, le fils du neveu de la grande sœur se marie. Et c'est toi seul vraiment sur toi qu'on compte. Abou, tu vois comment ça va être difficile? Le neveu de la tante, de la grande sœur, du mari, de la nièce, de ta mère, va se marier. C'est toi. Donc, la moyenne, en fait, c'est la moyenne, en fait. C'est la loi de la moyenne. Tu vas gagner beaucoup, mais quand on va arriver à la fin du mois, c'est comme si tu n'as rien. C'est la loi de la moyenne. Donc, 2 stratégies. Soit tu décides de prendre 2-3 personnes, de les faire monter avec toi. Comme ça, vous allez être beaucoup. Vous allez être 3-4 dans la famille. Vous allez venir prendre les autres. C'est comme ça. Parce que sinon, tu ne peux pas tout gérer. Vois 4-5 personnes que vous pouvez créer un truc où vous sortez. Comme ça, vous devenez beaucoup. Vous pouvez mieux soutenir les autres. Ça, je le dis très souvent. Il faut éviter de rester le plus riche et seul. Non. Tu peux être le premier, mais il ne faut pas être le seul. Il faut être le premier, d'accord, mais pas le seul. Maintenant, quand tu n'as encore rien, la stratégie, c'est d'aller côtoyer ceux qui ont déjà quelque chose pour qu'ils te tirent. Première stratégie, si tu es déjà là, prends ce que tu peux prendre pour sortir et vous venez aider les autres. Parce que la première règle, je dis bien, ça il faut que ça sonne très bien. Comme ça, Malcolm va couper cette partie-là, va mettre directement sur TikTok. Voici la première règle pour aider un pauvre. C'est de ne pas en faire partie. La première règle pour aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Point. C'est tout. Si tu es encore pauvre, tu ne peux pas aider un pauvre. Si tu es en train de te noyer, toi, tu ne peux pas chercher à sauver quelqu'un. Donc, la première stratégie, quand tu es dans cette situation, c'est de voir d'autres personnes et les côtoyer. Parce que tu seras la moyenne d'un autre milieu. Tu pourras facilement aider d'autres. Très bonne stratégie également de Jim Rohn. Ok, c'est bon? On va aller... Malcolm, on est à combien de temps? 1h15. On a dépassé le temps. 15 minutes encore. Je vais rapidement présenter les 2 ou 3 autres stratégies pour qu'on aille. Mais jusqu'à là, c'est bon? Oui. Même les 3 stratégies là, je pense que c'est déjà bon. Hein? Oui. C'est déjà beaucoup. Donc ça, on ne va même pas perdre du temps dessus. Ne laissez pas votre apprentissage se limiter à des connaissances, mais transformez-les en actions concrètes. Ça, c'est pour parler de philosophes. C'est pour parler des théoriciens. Il a dit, tout ce que vous apprenez, si ça ne vous sert pas en action concrète, ce n'est pas utile. Tout ce que tu apprends, si ça ne te sert pas en action concrète. Vous voyez, toutes les stratégies que je suis en train de dire ici, ce sont des choses concrètes, directes dans la vie. C'est des choses que vous pouvez mettre en application. Première stratégie, on a dit qu'il faut que tu changes. Et j'ai dit comment faire pour commencer à changer dans les 3, 4, 5, 6 prochains mois. Donc j'ai été très précis. Il faut travailler tel aspect, prendre telle compétence, développer. Ça, en fait, toutes les informations que je suis en train de donner depuis ce matin, ce sont des choses que vous pouvez, dès ce soir, avoir un plan pour travailler sur ces stratégies. Mais si une connaissance reste théorique, ça ne vous sert pas. Voilà pourquoi vous ne devez pas laisser vos connaissances ou bien votre apprentissage juste se limiter à des connaissances. Il faut absolument que cela soit transformé en action. Si tu apprends quelque chose et que tu ne peux pas l'appliquer, tu ne peux pas le convertir en action, ce n'est pas la peine. Ça ne te sert pas. Ne perds même pas du temps dessus. Tout ce que j'apprends, je vais m'assurer vraiment que ça va me servir.
Sinon, ça sert à quoi d'aller s'asseoir pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois? On va aller te parler des choses que tu ne vas même pas voir l'utilité. Tu ne vas même pas voir la corrélation dans ta vie. Tu ne vas même pas voir l'impact de ça dans ta vie. Donc c'est clair, il faut surtout transformer tout ce que tu apprends. Et tout ce que tu dois apprendre doit être transformé en action concrète. Je pense que c'est très simple à comprendre comme phrase. Et pour terminer, je pense que c'est le dernier, et même si ce n'est pas le dernier, c'est ici qu'on va s'arrêter. Ah, je pense pas que c'est le dernier. Hein. Bon, c'est l'avant-dernier. Mais ça encore, je pense que ça c'est d'autres choses. Ça c'est beaucoup plus maintenant la motivation. Nous devons tous, nous tous qui sommes là, ça c'est la motivation de la fin maintenant. Ça c'est Jim Rohn également, je l'aime bien pour ça, c'est motivation. Il est très fort. Hein. Pour moi c'est l'un des grands motivateurs quand même, hein, Jim Rohn. Il dit nous devons tous choisir entre la douleur de la discipline ou le regret ou celle du regret et de la déception. C'est un choix. Soit la discipline, il y a toujours, c'est pas facile, la discipline. Ce n'est pas parce que j'ai envie, depuis combien de temps on a commencé, si je suis à Dakar, tous les lundis on est ici pour faire des formations. Ce n'est pas parce que, vous voyez, entre le temps que ça me prend pour préparer les formations, faire des recherches, venir rester ici, parler ainsi de suite, tout ça, c'est pas facile. Il y a des jours même, je suis tenté de dire que bon, aujourd'hui il n'y a pas de formation. Mais depuis 3 mois maintenant on est là, tous les dimanches, tous les lundis, formation. Que j'ai envie ou j'ai pas envie, que je suis fatigué, je suis pas fatigué, il faut le faire. C'est la discipline. Et donc, le choix est clair. On sait que la discipline, il y a la douleur. C'est pas du tout facile parce que le faire des choses même que tu n'as pas envie de le faire. C'est-à-dire que tu as envie de le faire, tu le fais. Mais même si tu n'as pas envie de le faire, là aussi, il faut le faire. C'est surtout quand tu n'as pas envie de faire, mais il faut le faire. La discipline, c'est ce qui pousse une maman qui vend, et c'est sur les ventes de la journée que ses enfants vont manger le soir. Cette dame-là, elle a 2 choix. Si elle est malade, elle dit je suis un peu malade, mes enfants, qu'est-ce que vous faites? Vont mourir de faim. Donc même si c'est douloureux, moi je vois des dames qui vendent, tu vas voir la dame s'asseoir comme ça devant, elle a sommé, c'est difficile. Mais si on ne fait pas ça, les enfants vont mourir de faim. C'est un choix. Nous par exemple, nous sommes aînés de la famille. On a des petits frères qui comptent sur nous. On a nos parents qui comptent sur nous. Si je ne gagne plus rien, mes petits frères, on va les renvoyer de l'école. Ma maman, qu'est-ce qu'elle fait? Mon papa, qu'est-ce qu'il fait? J'ai aussi 2 enfants. J'ai ma femme. Tout ça. Donc, ce n'est pas parce que tu as envie de le faire. Tu es fatigué. Pour les pères de famille, ils vont commencer à comprendre ça. Il y a des pères de famille, parfois, ils s'assoivent comme ça. Ils se disent, pourquoi j'ai fait des enfants? Non, sérieux. Oui, il y a beaucoup de pères de famille. Regardez, quand vous voyez quelqu'un sortir dans la rue, vous voyez, il n'y a pas que les fous qui marchent dans la rue et puis ils parlent à seuls. Hein. Il y a les hommes mariés dedans. Hein. Ceux qui sortent, vous voyez quelqu'un sortir marcher dans la rue en train de parler à seul comme ça. Non, il n'y a pas que les fous, il y a les hommes mariés dedans là-bas. Il y a des pères de famille dedans. Ils sont dépassés par des situations. Ils se posent même des questions. Pourquoi j'ai fait des enfants? Tu es là, on t'appelle. Non, on m'a renvoyé de l'école. Vous voyez ce que ça fait pour qu'une mère ou bien un père, ton enfant t'appelle, te dit qu'on m'a renvoyé de l'école. Et toi, tu es là impuissant.
Tu ne peux rien faire. Parce que tu n'as pas d'argent. Ton fils il dit, mais donc papa, je fais comment? Mais rentre. Il faut que tu rentres. Beaucoup de parents s'exposent, ils s'endettent, ils font des choses inimaginables pour que les enfants aillent à l'école. Si vous voyez la motivation de certaines mères, de certains pères, ce n'est pas juste de la motivation, hein, mais c'est le regret ou la douleur. Donc ils préfèrent la douleur que le regret. Ils préfèrent cumuler 3-4 boulots. Ils préfèrent la douleur que le regret. Et ça, c'est ici que j'avais dit. Quand tu viens d'une famille pauvre, tu as un avantage. Quand tu viens d'une famille pauvre, cette douleur-là, c'est un avantage pour toi. Cette motivation-là, c'est un avantage pour toi parce que tu sais désormais qu'il n'y a personne qui peut t'aider. Soit tu choisis la douleur, tu trouves quelque chose à faire et tu le fais. Ou soit tu fais rien et après tu vas regretter ta vie parce qu'il n'y a personne, tu comptes sur personne en fait. Et c'est ça la réalité maintenant où nous sommes dedans. Vous voyez des gens vous avez l'impression qu'ils ne se découragent jamais. Ils sont toujours motivés. J'ai rencontré une dame sud-africaine comme ça. Elle s'est retrouvée avec 2 enfants entre les mains, ils ne connaissent même pas le père. Cette dame me dit que mais je ne dors pas. Fais tout pour que les enfants dorment juste pour pleurer. Quand les enfants dorment, elle sort, elle ne fait que pleurer. Fait tout. Elle prenait des produits, elle met sur sa tête, elle rentre de maison en maison pour vendre. Parfois, elle fait de son mieux pour ne pas faire 0 vente avant de revenir à la maison. Quand elle fait 0 vente en rentrant, elle va tout faire. Arrêter les gens dans la rue. Bazarder le produit. Parce qu'il faut qu'en rentrant, elle rentre avec un peu d'urée, avec un peu d'oignon, avec de l'huile pour ses enfants. Si elle ne trouve pas, elle peut rester dehors jusqu'à 23h. Parce qu'elle ne peut pas rentrer voir les enfants là. Je l'ai rencontrée très récemment en Thaïlande. Et la dame, elle me montre maintenant sa résidence actuellement, qui est construite sur à peu près 1000 mètres carrés. Il dit que cette douleur-là, elle l'avait acceptée. Donc c'est un choix. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas regretter après. J'aime à dire, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, il faut que je sois authentique, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a un monsieur, je ne sais pas où, mais je pense que ça devait être Jim Rohn, qui a dit que le plus grand regret des humains, c'est sur leur lit de mort. Il y a des choses qu'ils se sont dit qu'ils allaient le faire. Il y a des choses qu'ils ont dit qu'ils vont le faire. Et ils ne l'ont pas fait. Et actuellement, là où ils sont, s'ils avaient que 1% de leur force supplémentaire, ils allaient se lever et aller faire. Mais ils ne l'ont pas fait et le temps est passé. Et voilà, couché, cloué au lit. Désormais, place au regret. J'aurais dû, j'aurais pu. J'aurais dû écrire un livre. J'aurais pu faire ça. Si j'avais un peu de force encore, tel boulot là, j'avais négligé des boulots. J'avais fait, c'est tellement des j'aurais pu, j'aurais dû, des choses comme ça. Et Jim Rohn, lui, il avertit à l'avance. C'est un choix. Tu fais le choix tout de suite de la douleur. C'est difficile, mais il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, ce qui t'attend, on le sait. C'est le regret. La déception. Tu seras déçu de la vie. Des gens qui sont abattus. Ils se sont rendus compte qu'ils ont joué un match à 90 minutes et ils pleurent. Tu as tout donné. Déception. Vraiment, à chaque fois que je reviens sur cette phrase, moi, à un moment donné, j'avais même imprimé ça et j'ai collé sur mon lit. C'est même pas le lit, c'était... Je ne voulais pas dire c'est tout. Mais, à chaque fois que je viens pour dormir, je lis ça. La douleur aujourd'hui ou le regret demain. La douleur aujourd'hui ou le regret demain. La douleur est temporaire. Le regret est permanent. Quand tu analyses ça, c'est fini quoi. Parfois je viens pour dormir. Quand je lis ça, le sommeil part. Je me lève.
Je prends des livres, je lis. Je me promène là dans la chambre, je lis des livres. Franchement, je sais que je peux faire quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Mais je sais que je dois faire quelque chose. Heureusement, aujourd'hui, on sait ce que vous pouvez faire. Toi, tu sais ce que tu peux faire. Tu sais les compétences qu'il faut que tu développes actuellement, urgemment. Une compétence qu'on dit ça doit se développer en 3 mois. Toi, tu dois, non. Maximum 2 semaines. Il faut que je fasse tout pour maîtriser cette compétence. Si, non. Je dois faire tel chiffre d'affaires, absolument. Sinon, c'est le regret. Je vais terminer avec une autre motivation de Jim Rohn. Donc, il ne faut pas que ça soit triste, hein, parce que cette partie c'était triste, mais on va terminer on va pas terminer avec la tristesse. Donc, on va aller avec ça. Ça, c'est le dernier, le tout dernier. Je ne pense même pas que je vais traîner sur ça. On y va? La motivation vous lance? Ah, vous êtes fatigué apparemment. Non, donc on va aller encore. Ok, la motivation vous lance. Mais ce sont vos habitudes qui maintiennent en mouvement. La motivation vous lance. Mais ce sont vos habitudes qui vous maintiennent en mouvement. Voilà. Ça, c'est le secret ultime. Tu vas être motivé pour commencer quelque chose. La motivation ne fait rien. La motivation ne fait que démarrer. La motivation, c'est un démarreur. Ça démarre. Ça te permet de te lancer. Mais c'est terminé. Ça fait boum. Après, de la même manière, c'est monté comme ça là. C'est la même manière, la motivation va baisser. Mais la seule chose qui peut te permettre de rester en mouvement, c'est les habitudes. C'est-à-dire que des choses que tu auras pris le temps de faire, de refaire, faire et refaire pendant longtemps, jusqu'à ce que tu le fasses de façon automatique. Une habitude, c'est un comportement automatique. C'est ça la définition. C'est ce que tu le fais sans même te poser des questions. C'est ça une habitude. Un exemple. Quand vous vous douchez, lesquels qui mettent l'eau dans qui commence par la tête? Qui commence par se doucher par la tête? Non, qui met savon d'abord sur la tête avant de mettre dans le corps? Vous voyez? Est-ce que tu réfléchis avant de le faire? Tu brosses tes dents horizontalement ou verticalement? Hein? Alors que la bonne manière, c'est vertical. Moi, on m'a expliqué plusieurs fois que la bonne manière, c'est vertical. Mais regardez, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Mais depuis petit jusqu'à maintenant, on a vu, non, c'est devenu automatique. On est toujours habitué à nous brosser comme ça. C'est un comportement qui est automatisé. Il y a beaucoup de choses que tu le fais de façon automatique. C'est ça une habitude. Et donc, si tu veux réaliser des choses, tu dois identifier les habitudes de la réussite. Les habitudes de la réussite, c'est des choses qui doivent devenir des comportements automatiques. On est ensemble. Tu choisis, il y a des choses, parce que tout, je dis, tout est difficile avant de devenir facile. Donc, choisis, même si c'est difficile actuellement là, comme tu sais que c'est un comportement de la réussite, tu l'adoptes. Ça va être difficile au début. Mais comme tu vas le faire et le faire jusqu'à ce que ça devienne un comportement automatique, il faut que tu commences. Il faut que, par exemple, la lecture devienne une habitude. Qui a l'habitude de lire? Donc, si c'est de temps en temps, c'est pas encore. Il faut que ça devienne une habitude en fait. Parce que quand vous entrez dans ChatGPT, c'est très simple. Ouvrez ChatGPT. Ouvrez ChatGPT. Et demandez les 5 habitudes pour devenir riche. Tapez juste. Parce que l'objectif, c'est de choisir des habitudes. Même si c'est difficile au départ, nous on sait que les habitudes ne viennent pas en un jour.
Donc on va juste, le plus difficile, c'est de choisir les habitudes et de s'y tenir. Les 5 habitudes, tapez juste les 5 habitudes des riches ou bien les 5 habitudes pour devenir riche. Bon, si on dit les 5 habitudes des riches, on se dirait que c'est pour ceux qui sont déjà devenus riches. Mais on va dire les 5 habitudes pour devenir riche. Comme ça, oui. Vous allez voir, je vais prendre 4 ou 5 personnes. Et chacun, vous allez voir que les résultats seront différents. Peut-être dans l'ordre, mais pas en termes de contenu. Dans l'ordre, ok, vas-y. Première habitude. Lire et se former chaque jour. Lire et se former chaque jour. Qui veut devenir riche? Parce qu'on a dit c'est les 5 habitudes pour devenir riche. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pas moi qui le dis, on dit c'est les 5 habitudes pour devenir riche. Donc qui veut devenir riche? Dans l'ordre ici, on dit que c'est lire et se former chaque jour. Lire et se former chaque jour. Deuxième habitude? Se lever tôt. Se lever tôt. Qui veut devenir riche? Vous notez bien ça. Troisième habitude? Gérer son argent intelligemment. Gérer son argent intelligemment. J'en ai parlé de ça tout à l'heure. S'entourer de personnes ambitieuses. Voilà, la moyenne des personnes. Et cinquième habitude? Passer à l'action chaque jour. Passer à l'action, transformer. On a dit quoi? Regardez, moi, est-ce qu'on s'est entendu avant de préparer ce cours-là? Il dit passer à l'action. C'est-à-dire que transformer tout ce que vous avez appris en action chaque jour. Ça, c'est ce qu'il a eu. Une autre personne. Vous allez voir que les mêmes choses peuvent vous revenir. C'est la même chose. Hein. Ça va revenir dans des ordres différents. Oui, pour toi, numéro 1. Investir avant de dépenser. Investir, ça, c'est gérer son argent intelligemment. Lire et se former chaque jour. Alors, ici, c'était numéro 1. Là-bas, ça vient en deuxième position. Lire et se former chaque jour. Planifier ses journées et ses objectifs. Planifier ses journées et ses objectifs. S'entourer de bonnes personnes ambitieuses. S'entourer de bonnes personnes ambitieuses. Avoir une discipline de faire. Avoir une discipline de faire. Ok, Maryse. Habitude. Épargner avant de dépenser. Épargner avant de dépenser. Investir intelligemment. Investir intelligemment. Deuxième habitude. Troisième. Se former continuellement. Se former continuellement. Avoir plusieurs sources de revenus. Avoir plusieurs sources de revenus. Fréquenter des bonnes personnes. Fréquenter des bonnes personnes. De vous à moi, qu'est-ce qui est revenu très souvent? Ici, lire et se former chaque jour, c'est revenu dans les 3. Gérer son argent intelligemment est revenu dans les 3. S'entourer de bonnes personnes, c'est revenu. Donc, regardez maintenant. Ici, ce n'est pas du tout, oui, non. Moi, je veux maintenant épargner. Après avoir écouté la formation de Justin, là, je veux commencer à épargner. Donc, le gars, vous allez sortir un petit 1000 francs. Il dit, non, ça maintenant, je vais épargner. Le gars, il va... Non, ce n'est pas la motivation de démarrer. Ici, c'est d'en faire une habitude. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce qui est cité là, c'est d'en faire une habitude. Ce n'est pas de le faire une fois. Lire et se former chaque jour. On ne dit pas qu'il faut lire une fois de temps en temps en passant. Ou bien il faut se former de temps en temps. Est-ce que ça c'est Justin qui a dit ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Donc qui veut devenir riche? Est-ce que c'est maintenant à moi de vous dire ce que vous devez faire? Ce n'est plus à moi de vous dire ce que vous avez fait. Hein? L'avantage ici, ce n'est pas pour dire que si tu fais ça, tu vas devenir riche tout de suite. Mais ce sont les habitudes. Il faut que tu le fasses jusqu'à ce que ça devienne des comportements automatiques. Que tu le fasses sans réfléchir. Il faut que ces habitudes dont on parle là, que tu le fais sans réfléchir. C'est devenu automatisé. Quand tu te lèves net, tu prends un livre. Tu lis. Quand tu gagnes un peu d'argent net, tu ne dépenses pas tout. Dès qu'on te dit oui, voilà ton argent, tu ne dépenses pas tout. C'est-à-dire que tu penses d'abord à épargner avant de dépenser. On dit qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Si tu viens là où il y a des gens qui fument, qui insultent, bon, toi tu sais que là c'est pas... tu sors de là-bas. Parce que ce sont ces habitudes qu'on dit. Moi c'est très rare, quand on s'est réunis, tu vois, là, ils commençaient à insulter les gens là.
Moi, je vais avoir un appel comme ça. Je vais me retirer comme ça, là, c'est terminé. Je ne suis plus revenu dans le cercle. C'est des habitudes désormais. Évitez les gens toxiques, parce qu'ils vont vous contaminer. Directement ou indirectement. Consciemment ou inconsciemment. Donc, les gens qui critiquent, qui insultent, là, toi tu sors d'abord de là. Parce qu'on dit pour réussir, les riches, ils évitent ça. Pour eux, ils évitent de rester dans là où les gens critiquent, insultent, font pas. Donc, vous voyez, c'est les habitudes qui vous maintiennent. Et maintenant, les habitudes, on vient de citer les habitudes. Hein. Vous venez de citer les habitudes. Qui peut encore citer? Vous allez voir que ça tourne autour des mêmes choses. Hein. Qui a encore trouvé des habitudes là-bas? Oui? Multiplier les sources de revenus. Multiplier les sources de revenus. Il y a épargner avant de dépenser. Épargner avant de dépenser. Il y a lire et apprendre chaque jour. Lire et apprendre chaque jour. Il y a s'entourer de bonnes personnes ambitieuses. S'entourer des personnes ambitieuses. Il y a passer à l'action chaque jour. Passer à l'action. Et toi? Épargner avant de dépenser. Épargner avant de dépenser. Se former en continu. Se former en continu. Multiplier les sources de revenus. Multiplier les sources de revenus. Gérer son temps comme un actif. Gérer son temps Comme un actif. comme un actif. S'entourer de personnes ambitieuses. Vous voyez? C'est pas Justin qui a inventé ça, non? La motivation de tout ce que vous venez de dire là, c'est bien. De toute façon, il y a des gens qui ont au moins fait ça. Un jour, ils sont là, ils sont motivés. Non, non, non. Moi, je pense que je dépense trop mon argent. Maintenant, là, je vais un peu épargner. C'est bien la motivation. Ils ont commencé, mais sauf que ça ne suffit pas. Ici, il faut le garder. C'est là qu'on perd des gens. Beaucoup, ils savent que non, non, non. Moi, franchement, je suis vous savez, vous-même, vous savez, certains amis, vous êtes là. Non, non, franchement, moi, ces milieux-là, ça ne m'arrange pas trop. Ok, ça, c'est la motivation. Tu viens d'être motivé. Mais ce qu'on demande, c'est les habitudes. Que cela devienne automatique. Que ces habitudes deviennent des comportements automatiques. Dès que tu reçois ton salaire, avant même de dépenser. Parce que c'est ce qu'il dit, non? Avant même de dépenser, tu choisis un montant que tu vas mettre d'abord de côté. Et le reste, tu dépenses. Les pauvres, eux, ils vont d'abord dépenser. Et si ça reste, sachant que ça ne va pas rester. Parce que si tu prends le problème comme ça, tu ne vas jamais le résoudre. Tu ne vas jamais... Attends, toi, tu veux dépenser avant d'épargner. Est-ce que tu vas y arriver? Non. Il y a un gros caïman qui est devant toi qui s'appelle Auchan. Tu rentres là-bas, tu vas voir. Tu rentres avec Auchan à 10 000. Tu prends 10 000 si tu veux là. Si tu penses que je mens, prends 10 000. Et puis rentre dans un supermarché. Avant que tu rentres, je vais te demander. Tu penses que tu vas acheter pour combien? Tu me dis non, non, moi je vais aller acheter pour 1000 francs. Je dis d'accord. Entre, tu vas voir. Quand tu vas sortir là-bas, en fait, tu ne peux même pas être plus fort que ces gars-là. Parce que c'est plusieurs cerveaux qui ont étudié le comportement du consommateur. L'environnement, les produits, la disposition, tout ce qu'ils ont mis, c'est pour te pousser à dire qu'augmenter la probabilité d'achat là. C'est d'augmenter la probabilité d'achat à un niveau. D'abord, tu rentres là, les émotions. C'est climatisé, c'est bien frais. Et puis, il y a la musique. Sans te rendre compte, quand tu rentres au champ, tu commences à danser. Même si tu ne danses pas dans ta tête, tu commences... Les gars, ils vont te relaxer là. Ils vont détendre d'abord tes nerfs. Tout ça, c'est prévu. Donc, si tu dis que tu vas d'abord dépenser, et puis si ça reste, tu vas épargner, c'est que tu es parti perdant. Tu es parti perdant d'avance. Donc, les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec un budget. Un budget, c'est une projection prévisionnelle. C'est-à-dire, avant de gagner, tu sais que tu vas gagner à la fin du mois 100 000. Tu prévois déjà sur les 100 000 là. D'ailleurs, quand je fais des formations en gestion financière, on a des fiches Excel à l'avance où
on met un budget. 50, 30, 20. 50, c'est ce que tu vas vivre avec. Ton loyer est dedans. Ton électricité est dedans. Donc si tu as 100 000 là, tu dois te débrouiller pour que ton loyer, plus ton électricité, plus... En tout cas, ce que tu vis avec là, soit dans les 50 000. Donc si tu es actuellement dans un loyer de 50 000, tu dois quitter. Tu dois chercher même un loyer de 30 000. Parce que 30 000 plus l'eau, plus l'électricité, c'est tout ça qui va arriver à 50 000. Et donc, si tu as dit que vivre au-dessus de ces moyens, c'est uniquement dans le budget qu'on voit. On sait que tu dois vivre avec 50%. 30%, on sait que c'est pour ta croissance. C'est-à-dire que c'est ta croissance, quoi. Investir sur toi-même. Si tu veux aller acheter des livres ou bien changer des habits, des choses pour que toi-même tu t'améliores. Et 20% c'est pour épargner. Là, c'est si tu as des projets plus tard. Donc, c'est un budget. C'est ça qu'on appelle un budget. C'est connu à l'avance. Ce n'est pas parce que tu vas d'abord prendre l'argent et tu vas commencer à calculer. Oui, bon, je dois donner tel... Non, ce n'est pas comme ça se passe. Avant même de recevoir l'argent, tu sais que 50%, c'est ça je vis avec. 30%, c'est ça qui est pour ça. Et 20%, c'est pour ça. Donc, vivre au-dessus de ces moyens, c'est vivre juste avec plus de 50%. Parce que si tu vis avec plus de 50% de ce que tu gagnes, tu vis au-dessus de tes moyens. Maintenant, imagine des gens, rien que leur loyer déjà fait tout leur salaire. Juste, donc ça dit que toi-même, là où tu vis, ça ne te correspond pas. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas ton niveau. Tu ne dois pas encore être dans un loyer de 500 000. C'est pas ça, ce n'est pas pour toi. Tu dois d'abord déménager. Si tu as un salaire de 1 million, tu es dans le loyer de 500 000, tu vis au-dessus de tes moyens déjà. Donc tu déménages d'abord. Va chercher un loyer de 200 000. C'est ça qui correspond. Même si ce n'est pas clair, si ce n'est pas joli, tout ça, c'est ce qui te correspond pour le moment. D'abord. C'est ça les habitudes. Et tu vas t'habituer avec ça. Il faut que, quand tu t'habitues avec, ça devient normal. Moi, je me rappelle, un temps, je cherchais une chambre d'étudiant à l'époque. J'avais un budget de 35 000 pour ma chambre. Je cherche fatigué, on dit franchement, chambre de 35 000 à Dakar. J'ai dit, ah, moi, ça, c'est mon budget qui est là, quoi. On m'a trouvé une chambre à la terrasse. Mais c'était une cuisine. Donc, comme c'est dans mon budget, c'est pas grave. J'étais étudiant, donc j'avais pris ça. Mais ce qui m'avait fait rire, mais tu comprends que c'est ça aussi la vie. Je viens, je demande le Wi-Fi. On dit, bon, le Wi-Fi ici, c'est au rez-de-chaussée. Donc, en haut, là-bas, le Wi-Fi n'arrive pas. J'ai dit, mais pourquoi il ne déplace pas? Il dit que, hey, tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer. Il dit que si tu veux te connecter, tu viens sur les escaliers. Donc à chaque fois que je veux me connecter, je descends jusqu'à si on me voit sur les escaliers là-bas, je veux me connecter un peu. Et je me suis habitué avec. Après, je me suis habitué. Il dit que je ne voyais même plus d'inconvénients. Quand je veux me connecter, je descends sur les escaliers, je viens jusqu'à vers le premier étage comme ça. J'ai le Wi-Fi, je me connecte un peu et je remonte. Je me suis habitué avec. C'est comme un enfant. L'enfant, il ne vous impose rien. Il naît, il grandit. Si c'est toi qui l'as habitué à aller à l'école avec son chauffeur, c'est toi. Mais si tu l'habitues à aller à l'école à vélo, c'est une habitude. Vaut mieux avoir des bonnes habitudes. Parce que tu peux vivre avec. Le seul inconvénient, c'est que c'est difficile à prendre. Les bonnes habitudes sont difficiles à prendre. Mais faciles à vivre avec. Les mauvaises habitudes, eux par contre, ils sont très faciles à prendre. Et difficiles de vivre avec. Donc, vaut mieux choisir des bonnes habitudes qui sont difficiles à prendre. Parce que ça demande, on a dit quelque part, que se réveiller tôt. Les riches, ils se réveillent souvent tôt. Se réveiller tôt, si tu n'es pas habitué avec, c'est compliqué. Mais quand tu vas t'habituer, par exemple, nous, dans nos formations tonus matinales, les gens ont commencé. Il y a des gens, même quand je dis il n'y a pas de tonus matinal, ils disent que même je suis déjà debout.
Il dit, mais je suis déjà debout. J'ai dit, mais donc il faut suivre des documentaires, lire des livres. Parce qu'on a habitué les gens maintenant. Avant, c'est difficile pour eux de se réveiller à 6 heures. Les gens étaient habitués à se réveiller à 8 heures. Mais quand ils ont pris déjà, c'est devenu une bonne habitude. Donc ils se réveillent le matin. À 6 heures, ils sont connectés. Quand il n'y a même pas de formation, ils lisent des livres, ils suivent des documentaires utiles. Et c'est bien de vivre avec les bonnes habitudes. C'était difficile, mais facile de vivre avec. Tu te lèves très tôt, tu deviens plus productif. Tu as l'impression que ta vie avance. Tu apprends beaucoup de choses et puis tu t'améliores. Les mauvaises habitudes. Quand le réveil sonne, tu envoies ta main là-bas, tu raccroches. Oui, tu appuies, le réveil ça sonne, tu éteins. Ça c'est des mauvaises habitudes, c'est trop facile. Parce qu'il suffit d'éteindre le réveil et tu continues de dormir. C'est pas difficile à prendre. Hein. Il suffit d'éteindre le réveil et tu continues de dormir. Sauf qu'à la longue, c'est difficile avec. Parce que le problème avec se réveiller à 10 heures, se réveiller à 11 heures, c'est que tu t'éloignes de la richesse. Tu t'éloignes de la réussite. Je pense qu'on va faire une autre formation uniquement sur les habitudes. Moi, c'est parce que j'ai étudié beaucoup ça que j'ai instauré dans la méthode phare. Les formations 6 heures du matin. Parce que ça oblige les gens à se réveiller. On a dit nos formations à 6 heures, ce n'est pas enregistré. Donc, il y a des gens, souvent quand on est connecté, c'est 500, 600 personnes qui sont connectées. Alors qu'avant, les gens ont tout le mal du monde à se réveiller à 6 heures pour des formations. Regardez, on dit formation à 6 heures, hein, mais plus de 500 personnes se réveillent le matin pour suivre. Alors qu'avant, là, beaucoup de gens, c'est quelques rares personnes qui avaient cette habitude des riches. Mais comme nous, on a compris, on en fait une habitude. On ne veut pas juste en faire une motivation. Ou tu le fais une fois et après, non. Il faut en faire une habitude. C'est bon? Donc, c'est ici que nous allons arrêter ce petit résumé du livre là. Tu as d'autres exemplaires du livre? Ok. Je vais offrir ce livre là à tout le monde à une condition. Tout le monde. Donc, avant de vous donner la condition pour vous offrir le livre, je vais d'abord conclure rapidement la vidéo. Très rapidement donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui vont peut-être tomber sur cette vidéo en ligne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao ciao.